Donc, ma vie tout entière a consisté en une recherche sur Pasolini, je pourrais dire, mais évidemment, quand il s'agit d'en faire un film, c'est autre chose. Donc, bien sûr, je me suis beaucoup documentée sur lui, j'ai tout lu, tout vu, tout écouté, et après, il a fallu faire le film. The United Nations does it. All right. You know, but based on the documentary films, you know, we're starting to amp up our Michael Moore, you know, game. Okay. So, you know, we sat face to face with all these people, man. You know, from his cousin who we lived with. You know, the actors in the films, the guys that work with him, a lot of them were young kids, to other people. I mean, even Pelosi. I mean, we sat with Pelosi, you know, and we just went at it, you know, and that's the great revelation with these people, especially in Rome, where you can go to the places he was, and I mean, the night he died, he had dinner in Pomodoro. The guy is still there who was with him, who served him. Beyond Tevere, the woman was there. She's still there. You know, it's kind of not, you know, doing this in Europe, and, you know, especially in Rome, you're like one leg up. Tous ces gens sont toujours là. Évidemment, on est allé les voir. On n'a pas voulu faire un documentaire à la Michael Moore, mais on s'est éloigné de ça en allant rencontrer ces gens-là. Même Pasolini est Belloni était quelqu'un qui est encore là, même ce type avec qui il a mangé le dernier soir au Pomodoro est là, la femme est là, sa cousine avec qui il vivait, ils sont tous là. Donc venir se replonger là et revoir ces gens-là, les rencontrer face à face a été notre approche. You know, the great revelation with him is, you know, the guy never lost his cool. You know, he never ever got angry. You know, I mean, you know, they basically stole the negative of Solo. Okay. They basically stole the negative of Solo. I mean, they edited that film. I mean, it's a testament to him as a filmmaker that, you know, the greatest movies ever made, 20% of it is alternate takes, second takes. And when the dude is a big editor now, he was a young dude at the time. He showed him the film, you know, he showed him the replacement footage. I mean, as a director, I would have burned the lab down. I would not have been able to handle if they told me 25% of my movie, the final cut is gone. And he sat and watched it, and, you know, everybody was trying to feel good, saying, hey, you know, it's pretty, I mean, it's a great film, right? But, you know, the editor said he knew it wasn't what he had. But he didn't want to make him look bad. He didn't want to make the kid feel bad. That's the kind of guy he was. He didn't want to make the assistant editor feel bad. And, you know, it says so much about him. He was the kind of guy when he met somebody, his first question was, how do you feel? How are you doing? Are you hungry? I mean, I kept hearing this over and over. You know, a very giving dude. And that's what... Ce que vous devez savoir, c'est tous ces mecs qui traînaient, tous ces petits jeunes qui traînaient avec lui, c'est tout ce qu'ils disent. La révélation qu'on a eue en rencontrant ces gens, c'est de voir que c'était un homme d'une gentillesse incroyable. C'était un homme extrêmement généreux, un homme qui ne perdait jamais son sang-froid, un homme qui ne s'est jamais mis en colère. Je ne sais pas si vous savez ce que ça signifie pour un réalisateur, que son dernier film solo toutes les négatives ont été volées et lui il se retrouvait sur la table de montage et on lui dit voilà 25% du film, du montage tel qu'il avait été fait a disparu, n'existe plus, ce qui reste maintenant il ne nous reste plus qu'à retravailler sur les autres prises. Moi je serais devenu fou, j'aurais pas tenu le coup, mais lui il était là, il disait c'est pas grave, on va remettre le travail sur l'ouvrage, on va se replonger dedans, tout ça pourquoi? Pour ne pas embarrasser l'assistant monteur, pour ne pas que ce gamin se sente mal. Il avait la générosité de se replonger dedans et de faire ce film qui finalement est magnifique. Monsieur? Tout d'abord, est-ce qu'on pourrait mettre la bouteille au milieu? Voilà. Non, au milieu. Thank you. Merci.
Moi, j'aimerais savoir, bonjour Abel, vous avez déjà travaillé avec William Dafoe. Est-ce que c'est par rapport à ça que vous l'avez choisi, ou est-ce que, justement, vous sentiez que c'était un comédien qui correspondait parfaitement, parce que je pense que ce n'était pas facile d'interpréter un tel rôle. Donc, et comment vous avez travaillé avec lui? You know, right now, you know, we're working as a team, you know, so, I mean, the director needs the actor, okay? And without him, I mean, the group needs the actors, you know? And right now, I'm not gonna be, you know, you gotta go into these things with the guy. And you got to be like that, you know. You got to be agreeing on the project. He would play the role if we were doing a film about Mussolini, not Pasolini. He did. I mean, we're in, you know, we're brothers in arms, man. You know, we're like, you know. Ces films-là, c'est une histoire d'équipe, c'est une histoire d'âme sœur. On ne peut pas faire de film, un cinéaste ne peut pas faire de film sans les acteurs. Donc, évidemment qu'il faut que ce soit entre lui et moi que ça se passe, et il aurait fait n'importe quoi. Si ce n'était pas Pasolini ou Mussolini, il aurait fait aussi. Mais il fallait que ce soit lui, parce que nous sommes devenus des frères d'âme, des âmes sœurs. C'est comme ça qu'on a travaillé. Everything, most of that dialogue, except for the stuff, you know, with the kid that obviously is not written down, this is all verbatim, okay? With Pasolini, he had the two deals. He had his relate in this situation where he's answering questions, and no one, maybe Bob Dylan, I don't know, that could do an interview like this guy. I mean, you read this shit 40 years later, you think he's writing the questions for the journalist. You know, these are brilliant. And if he doesn't get the right question, he questions himself in his answer, okay? I mean, this is one of his great gifts. But he's also on stage and performing. You know, all sex is political. You know, that whole first interview in French, to scandalize is a right, to be scandalized is a pleasure. You know, this is his performance, Pier Paolo. This is him with the shades on, you know, he's got his shades on, and he's got his fucking outfit that he changes 3 times a day, and he's playing a fucking game like nobody can play it. But then there's the writing and his poetry, and his letters to his best friends that no one ever had but us. You know, we had some of that Graziella and the family gave us. And it's in those revelations that you see the heart. And, you know, where he's not Mr. Cool, but the human side of him, you know. That's okay. Donc la question c'était des citations que le sexe est toujours politique et que toute société violente nous rend en dernier lieu violents. Est-ce que ce sont issus de ces textes? Est-ce que finalement c'est une façon de déboucher sur la fin du film qui semble être une illustration parfaite de ces 2 citations? Abel répond qu'en fait oui, évidemment tout ce qui est dans le texte, mis à part les dialogues avec le gamin, où là il a fallu écrire, le reste tout est authentique, et c'est parce qu'il y avait 2 situations dans lesquelles Pasolini nous fait boire du petit lait à travers ses paroles. C'était soit des situations d'entretien, d'interview comme ça, où c'est incroyable. Moi je ne connais personne d'autre, peut-être Bob Dylan et encore, arrive à avoir cette qualité de propos et de discours et de prise de position dans des entretiens. 40 ans après, on lit ça, on a l'impression que c'est lui qui a écrit les questions des journalistes, ou alors même quand les journalistes ne lui posaient pas les questions qu'il attendait, lui-même arrivait à se réinterroger, à se repositionner à travers les réponses qu'il donnait. Et ça, c'était le show, c'était le spectacle Pasolini. C'était Pasolini avec ses lunettes de soleil, avec ses tenues incroyables qui changeaient 3 fois par jour, qui arrivait et qui sortait comme ça, comme une mitraillette, des répliques toutes plus magnifiques et plus profondes les unes que les autres. Donc ça, c'était pour la partie orale, ce qu'il est resté des échanges oraux qu'il pouvait y avoir. Et par ailleurs, il y a évidemment tous ses textes, il y a toute sa poésie. Mais il y a après toute la correspondance privée, ce qu'il écrivait
à ses proches, les lettres qu'il écrivait, les notes qu'il prenait, auxquelles on a eu accès grâce à Graziella, de sa famille, qui là tout d'un coup révèle. La révélation pour moi dans la recherche, ça a été ça, de voir la profondeur de cet homme-là, qui n'était pas comme ça, cet homme comme ça un peu tranchant qu'on peut croire qu'il était, mais qu'il y avait au fond une autre âme qui se cachait. Did I say all that? Right. Well, let me keep going here, because when he's talking about, you know, the violence in the society, he's talking about a desire for commercial goods. He's talking about consumerism, which he saw was worse than fascism. Okay, was the end of all life. And the desire, okay, for things, personals, you know, I don't want to say I just did because she didn't, you know, but the desire for that shit. And when he's saying you're at a point where if a kid is a rich man's son, or he's a bourgeois, a middle class, a poor kid from the Borgata, he still knows every Rolex model. He knows the custom, you know, the factory colors of the Ferraris. He knows and wants and won't stop at killing for all this shit. And hey, my boy drove a fucking Alfa Romeo. He had a custom paint job on it. You dig? He wore clothes to knock you out. You know, so he knew the violent side. I mean, that's what he's talking about, that violence. Et la violence dont il parle, la violence de la société qui nous gagne tous, c'était pour lui, c'était le consumérisme, c'était la société de consommation, le désir d'avoir, le désir d'être à travers des objets, à travers des biens, qui pour lui était pire que le fascisme. C'est ce monde-là qu'il dénonçait, ce monde qui s'est créé en nous, ce désir-là, que l'on soit fils de milliardaire, fils de bourgeois ou fils d'ouvrier. Et les gamins par qui il était entouré connaissaient les Rolex, connaissaient les couleurs des dernières Ferrari qui sortaient et étaient prêts à tuer pour assouvir ce désir d'avoir. C'était cette société-là qu'il dénonçait. I mean, his political life. I mean, the guy was living one, you know, it was like a diamond with all these facets. You know, I mean, to be gay in 1975 in that city, in that town, that's a political statement. This guy is out. He's in a closet dude, you know. His guys knew where he was going at 10 o'clock. You know, this wasn't something he was doing on the side. It was part of his life. You know, living with his mother, writing editorials for Corriere della Sera, making the films, doing the opera, doing acting, poetry, whatever. I mean, the dude dies, leaves a 1,700-page novel that's off the hook. 2 screenplays, unfinished, unmade rather. But, I mean, like off-the-hook screenplays. You dig? But he's living that and outing. I mean, he's a political activist. Okay, what led him and what got him in that at Idris Scalo in the middle of the night? Yeah, it's his lifestyle. You know, the lifestyle of a guy looking for the primal thing. You know, the real deal. He could sit with Moravia and have lunch with his guys and make films and this and that. But at a certain point, this dude needed to feel the real, you dig? And I mean, he wasn't picking up kids at university, you dig? He wasn't at that train station looking for, you know, a new assistant. He was looking for some bad, you know, he was hanging with some bad dudes. Those kids that he was with in that part of his life, they were killers at 13, 14 years old. This was 1975, Rome, New York, the places around. There was a violence that he was attracted to, that he needed to fuel the rest of it. Or the rest of it was taken from him, something that he needed to go there. I don't, you know, man, I'm not gonna, you know, I don't know the guy. He'd have to make his own movie about that, which he did. So, you know, sex is politics, bro. You know, no matter how you look at it. Le sexe et la politique, je ne fais pas de distinction entre sa vie sexuelle et privée et
son parcours politique, cet homme est un diamant qui a autant de facettes qu'un diamant, mais qui est pur comme un diamant. Et ce qui comptait pour lui, il avait cette multiplicité. Le fait d'être un homosexuel dans les années 70 en Italie, c'était un acte politique. Vivre avec sa mère, c'était aussi un acte politique. Rien n'était laissé au hasard. Il pouvait voir Moravia le matin, déjeuner avec ces mecs-là à midi, écrire pour le Corriere della Sera. Il est mort, il avait 2 scénarios qui étaient presque achevés. Il écrivait un roman, il préparait un film, il faisait tout ça à la fois, et tout ça composait son activisme politique et sa prise de position politique. Et il avait besoin, ce dont il s'agissait, c'était pas simplement d'être dans une production comme ça diverse et effrénée, mais c'était de sentir la société, cette réalité, d'être dans cette réalité, de s'y inscrire et de sentir cette violence-là. Les gamins qui l'intéressaient, c'était pas des gamins qu'il allait trouver à la fac, qu'il allait trouver, il rôdait autour de la gare pour trouver ces gamins-là qu'il intégrait aussi dans son œuvre et dans son travail, qu'il intégrait dans sa vie et dans son désir, mais parce qu'il sentait que c'était cet environnement-là qui était le sien et qu'il avait besoin de sentir de l'intérieur. Alors est-ce que c'est lui qui avait pu puiser son réel dans ce qu'il cherchait, ou alors est-ce que c'est cet environnement qui a su se l'approprier de cette façon-là? J'en sais rien, mais c'est justement toute l'œuvre qu'il nous laisse qui nous permet de continuer à se poser cette question-là. Do I feel sad? No, I'm not going to feel sad because it is what it is, okay? And that's basically his take on it. Hope, I don't want to hear about hope. It's a Nietzsche drill. Don't talk to me about hope, man. I'm not hoping. He's not hoping. He's acting, okay? He's writing, he's thinking, he's saying it. You hammer on that same nail long enough, the whole house will come down. He's talking about a personal commitment and personal empowerment, and the fact that the individual counts and the individual needs something. All right, and no matter what is out there, is it sad? Well, it could be sad, not sad. It doesn't matter if I think it's sad. It's what am I going to, how am I going to, deal with that? How am I going to deal with my own sense of I got to have these purse holes, okay? And the guys have to have, my lover has to have the purse holes, and we're going to shoot movies and make sure we get them. And I do a purse hole in because I have to have these glasses, okay? And I have to first solve that problem in myself because I was brought up in that society that he's talking about. That post-war, he maybe goes a little overboard blaming it on the Americans because, a lot of Madison Avenue are Italians. Okay, and a lot of the idea of what you're buying is Italian or European or whatever. It's not. I mean, I don't even blame consumerism on one group. Puisque la question c'était est-ce que vous êtes triste ou affligé de voir que pour la jeunesse d'aujourd'hui, comme il semblait le dire, la consommation est en train de se substituer à la religion. Je ne suis pas triste, ça ne sert à rien d'être triste, et même ce que vous citez sur l'espoir, moi je n'espère pas. Ce mec-là, il n'espérait pas, il agissait, il écrivait, il faisait des films, il réfléchissait à chaque seconde, il agissait. Ce dont il s'agissait pour lui, c'était d'être dans l'action et de faire quelque chose, et non pas seulement avoir des états d'âme. C'est lui qui disait, à force de taper sur un clou, on peut faire tomber un bâtiment tout entier. Donc c'est de ça qu'il s'agit, c'est d'être dans l'action. Donc avant de moi vouloir être triste et en vouloir au monde d'être comme ça, il faut que je comprenne que moi j'ai grandi dans la société que lui a décrite, et que dans cette société-là, moi aussi, il faut que je me donne du mal pour avoir ces personnes-là. Si j'ai d'autres lunettes de soleil, ça va pas, je fais mes films pour avoir ces lunettes-là. Donc je suis aussi partie prenante de cette société-là. Donc on peut aussi cracher sur les Américains, mais la Madison Avenue est à 80% tenue par des Italiens et des Européens. Donc on est tous embarqués dans la même galère. Ce dont il s'agit, c'est plutôt que de se lamenter, d'agir et de réfléchir et de se remettre d'abord soi-même en question, parce qu'on est tous dedans.